Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo des actualités de la semaine. Alors beaucoup d'actualités très politiques et moi j'essaye d'éviter un petit peu ça. Donc on va partir avec un article sur le site du Courrier du Vietnam, un article Société datant du 8 mai. Une épave enfouie à Hoi An révèle des secrets sur l'histoire navale du Vietnam. Les premières études montrent que l'ancienne épave de Can A, découverte le 26 décembre 2023 sur la plage de Tinh Minh dans le quartier de Cam Han, ville de Hoi An, province de Quang Nam, présente des caractéristiques typiques d'un bateau traditionnel d'Asie du Sud-Est, a déclaré le 7 mai Pham Phu Ngoc, directeur du Centre de gestion et de conservation du patrimoine culturel de Hoi An. Le Centre de gestion et de conservation du patrimoine culturel de Hoi An, en collaboration avec l'Université des sciences sociales et humaines de Ho Chi Minh Ville et le musée de Quang Nam, a mené des premières vérifications et a procédé à la collecte d'échantillons afin d'évaluer l'état actuel de l'épave et de proposer des mesures de conservation appropriées. Pour prélever des échantillons, l'équipe archéologique a déterré une partie du navire à une profondeur de 1 à 1,2 mètres. 2 poutres de la structure de l'ossature du navire sont visibles. À une profondeur de 1,5 à 2 mètres, on peut voir 2 rames reliant 3 poutres adjacentes. Les premières observations visuelles révèlent que le navire était principalement composé de 3 essences de bois différentes. Les 3 échantillons envoyés à l'Institut de recherche sur l'industrie forestière ont confirmé cette observation avec la présence de Mang Lang, Kien Kien et Tong. L'ancienne épave de Cang An est une découverte archéologique importante ouvrant des perspectives de recherche sur l'histoire maritime et commerciale dans les eaux de Hoi An du Vietnam en général, a déclaré Pham Phu Ngoc. Il s'agit également d'un précieux patrimoine culturel maritime du Vietnam contribuant à enrichir le patrimoine culturel de Hoi An, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, a-t-il ajouté. Passons à un deuxième article daté du 7 mai, Société et Santé, le Vietnam vise les soins médicaux gratuits pour tous d'ici 2035. Tous les habitants bénéficieront des consultations médicales périodiques gratuites ainsi que de la gratuité des frais d'hospitalisation, a déclaré à la presse le vice-ministre de la Santé, Tran Van Thuong, mardi 6 mai à Hanoï. La direction du secrétaire général du parti To Lam, visant à instaurer la gratuité des soins hospitaliers pour tous, ne constitue pas seulement une orientation stratégique à long terme et un objectif que le secteur de la santé s'efforce d'atteindre. Il s'agit également d'une politique profondément humaine, répondant aux aspirations du peuple et touchant le cœur de millions de personnes, a affirmé Tran Van Thuong. Selon lui, la mise en œuvre de cette politique apportera de nombreux effets positifs. Elle permettra d'améliorer l'accès aux services de santé, de favoriser la prévention proactive, de renforcer le diagnostic et le traitement précoce des maladies et d'optimiser l'utilisation des ressources financières du secteur. Elle contribuera aussi à réduire le fardeau économique pesant sur les personnes malades et à offrir davantage d'opportunités de sortir de la pauvreté. Le vice-ministre a également mis en avant l'impact social de cette politique qui vise à promouvoir l'équité dans l'accès aux soins, notamment en faveur des minorités ethniques et des populations vivant dans des zones reculées. Cela permettra de mieux protéger les groupes vulnérables et de réduire les inégalités entre riches et pauvres. Dans ce cadre, le ministre de la Santé vise à ce que 100% des Vietnamiens bénéficient d'un examen de santé régulier chaque année sur la période 2026-2030 grâce à un budget estimé à 25 000 milliards de dong, soit environ 1 milliard de dollars. Par ailleurs, 90% de la population auront pleinement accès à la prévention des maladies, à la promotion de la santé, à la vaccination complète, aux soins de santé reproductive, à la santé mentale et aux services de santé scolaire. L'un des objectifs majeurs de cette période sera aussi le développement des dossiers de santé électronique permettant une gestion continue de la santé tout au long de la vie ainsi que l'extension de la couverture de l'assurance maladie à 100% de la population. Entre 2030 et 2035, le ministère prévoit de réviser en profondeur la loi sur l'assurance maladie afin de parfaire progressivement la politique de gratuité des soins de santé pour tous. Les orientations fixées par le secrétaire général du parti To Lam, notamment les consultations médicales périodiques gratuites et la gratuité des frais d'hospitalisation, ne sont pas seulement des objectifs de santé publique, elles constituent un message politique fort rappelant que les politiques doivent être conçues par le peuple, pour le peuple, au service d'un Vietnam en développement durable. Tran Van Thuong a conclu en affirmant qu'il ne s'agissait pas d'unité irréaliste, à condition de disposer d'une volonté politique suffisamment forte, d'un consensus social large et d'une feuille de route claire et rigoureuse pour leur mise en œuvre. Passons maintenant à un article histoire du magazine Géo, Dien Bien Phu, 1954, comment la France a perdu une guerre qu'elle croyait gagner. Au printemps 1954, cette bataille synonyme du désastre pour la France fut un événement fondateur de la République démocratique du Vietnam.
Des photographes vietnamiens l'ont immortalisé et parfois mis en scène. Au printemps 1953, la guerre qui oppose en Indochine la France au Viet Minh est politiquement dans une impasse. Du côté français, les buts même de cette guerre apparaissent flous, et une partie de la classe politique de la 4ème République comme des combattants se pose la même question. Pourquoi se bat-on depuis 8 ans en Extrême-Orient? S'agit-il de lutter contre le communisme au nom du monde libre? D'accorder une indépendance totale aux différents États composant l'Indochine, quitte à y être remplacés à terme par les États-Unis, ou bien de construire et de pérenniser une véritable union française. D'un point de vue militaire, le commandement français a progressivement perdu l'initiative face à l'armée populaire vietnamienne, APV, et se contente bien souvent de parer les coups de l'adversaire. Dans la partie sud du Vietnam, la situation est à peu près sous le contrôle de l'armée française et de son allié, l'armée nationale vietnamienne. En revanche, au centre et plus encore au nord du pays, la menace que fait peser un corps de bataille Viet Minh moderne et bien équipé laisse mal augurer de l'avenir. Ce qu'écrivait le général Jean de Lattre de Tassigny en septembre 1951 reste plus que jamais valable. Il peut survenir une catastrophe en Indochine, il ne peut pas y surgir de miracle. Enfin, considérée sous l'angle économique, la guerre d'Indochine est devenue un gouffre financier, même si les États-Unis prennent à leur charge plus de la moitié de son coût. Ainsi, en ce début d'année 1953, la volonté d'en finir est-elle dans de nombreux esprits. La vallée de Dien Bien Phu est la seule grande plaine risicole de la région. C'est finalement René Meyer, alors président du conseil, qui se charge de mettre en place une politique nouvelle avec la ferme intention de sortir du guêpier indo-chinois. L'artisan de cette politique est le général Henri Navarre, nommé commandant en chef le 8 mai, dont la méconnaissance totale des réalités indo-chinoises doit permettre, lui assure-t-on, d'appréhender la situation avec des yeux neufs. Sa mission est claire, trouver selon les termes de René Meyer, une porte de sortie honorable au conflit. C'est-à-dire amener le Viet Minh à négocier aux meilleures conditions en l'ayant d'abord affaibli politiquement et militairement. Navarre échafaude donc un plan sur 2 ans qui prévoit la première année, 1953-1954, d'observer une attitude plutôt défensive, tandis que la seconde, 1954-1955, doit voir la reprise de l'offensive au Nord-Vietnam, notamment grâce à l'accroissement de l'aide américaine. Pourquoi un plan si prudent alors que les Français semblent avoir l'avantage numérique? Avec leurs alliés, ils comptent 450 000 hommes contre 400 000 selon les estimations de l'état-major français dans le camp adverse. Des forces disparates. Mais ces chiffres, Navarre le sait, sont trompeurs. Les forces dont il dispose sont disparates. Les officiers déplorent la mauvaise qualité des fantassins du corps expéditionnaire, 175 000 hommes, à l'exception de ceux des bataillons parachutistes et de certains groupes mobiles. Par ailleurs, la grande majorité des forces françaises est constituée d'unités implantées, c'est-à-dire chargées de la garde et de la surveillance de secteurs, un peu partout sur le territoire indo-chinois. Elles ne peuvent donc être mobilisées pour livrer bataille aux formations régulières Viet Minh. Enfin, certes, les armées des États associés se sont accrues. L'armée vietnamienne atteint 150 000 hommes réguliers, et les armées royales khmer et laotiennes totalisent environ 25 000 combattants. Mais ces formations sont loin de rivaliser en efficacité avec leurs homologues de l'armée populaire vietnamienne, APV. Celle-ci, sous les ordres du général Vo Nguyen Giap, dispose de 6 divisions d'infanterie, fortes chacune de 12 000 hommes. Elle peut aussi compter sur une division lourde, la 351, comprenant notamment 2 régiments d'artillerie et un régiment de défense aérienne, DCA. Ces derniers se montreront d'une redoutable efficacité lors de la bataille de Dien Bien Phu. L'APV bénéficie également de l'appui de nombreux régiments régionaux autonomes et d'unités de guérilla. Enfin, elle est plus forte que jamais. La troupe est aguerrie, son armement et son instruction se sont améliorés du fait de l'aide chinoise, et son potentiel est quasiment intact, car il n'a pas été entamé par une campagne de printemps aussi sanglante que celle des années précédentes. Vulnérable, la garnison française dépend du ravitaillement aérien. À la fin du mois d'octobre 1953, une partie d'échecs se met en place. Le premier coup est joué par le commandement Viet Minh, qui décide de déplacer la guerre en haute région tonkinoise. L'objectif est de s'emparer de Lê Chao, à l'extrême nord du Tonkin, et de détruire les maquis pro-français qui subsistent dans la région et gênent considérablement les unités Viet Minh. Des troupes de l'APV font donc mouvement vers cet objectif. Renseigné des intentions de l'adversaire, le général Navarre ordonne le 2 novembre 1953 d'occuper la proche vallée de Dien Bien Phu, la seule plaine risicole importante de cette région, afin d'empêcher qu'elle ne devienne une base opérationnelle des troupes Viet Minh. L'opération Castor a lieu le 20 novembre 1953.
4560 parachutistes français et vietnamiens sont déployés dans la vallée, et 2 jours plus tard commencent à mettre le site en défense. Dans l'esprit de Navarre, la création d'une base aéroterrestre à Dien Bien Phu répond à plusieurs objectifs. D'une part, comme elle est proche de la frontière du Laos, elle doit permettre de protéger ce pays des troupes de l'AVP en cas de menace. Elle doit aussi servir de point de départ aux troupes françaises pour des attaques sur les arrières Viet Minh situés plus à l'est, autour du delta du fleuve Rouge. Enfin, elle permettra d'attirer celle-ci loin du delta, où le commandement français craint toujours une offensive adverse. Du côté du Viet Minh, Dien Bien Phu devient vite aux yeux du général Giap un enjeu de taille. Cette garnison française est vulnérable car sa survie dépend du ravitaillement aérien. Elle pourrait donc permettre à l'APV de remporter une importante victoire. Au lendemain de l'opération Castor, ordre est donc donné à la majeure partie du corps de bataille Viet Minh de rejoindre Dien Bien Phu à marche forcée. Ainsi, la bataille qui va s'engager ne constitue pas l'aboutissement d'une planification de longue date de la part des belligérants, mais est bien le résultat de réactions et de décisions prises tantôt du côté français, tantôt du côté Viet Minh. Dès la fin du mois de décembre 1953, les 12 bataillons, environ 11 000 hommes, qui composent désormais la garnison française commandée par le colonel Delacroix de Castries, se retrouvent encerclés. En effet, de nouveaux combattants ont été aérotransportés sur le site et d'autres seront parachutés encore par la suite jusqu'au tout dernier jour de la bataille. Giap, lui, a concentré autour de la vallée et les divisions 308, 312, 316 et une partie de la 304. Par ailleurs, la totalité de sa fameuse division lourde 351 est présente. En tout, il peut compter sur quelques 50 000 bozoi, comme on appelle alors les soldats Viet Minh. Une attente devenue interminable pour les combattants. En janvier 1954, le commandant Viet Minh, en accord avec les conseillers chinois, repousse l'attaque, jugeant que les conditions de la victoire ne sont pas réunies. Les munitions, notamment les obus nécessaires, n'ont pas encore été acheminées. Une décision qui déçoit les combattants car depuis la fin novembre, l'attente est devenue interminable et ils ont hâte d'en découdre. Pourtant, ce report leur sera profitable. En effet, sur le plan diplomatique, les choses bougent. L'annonce à la mi-février 1954 de la tenue d'une conférence à Genève, qui doit avoir notamment pour but d'étudier le problème du rétablissement de la paix en Indochine, agit comme un électrochoc. Dans le camp Viet Minh, une victoire à Dien Bien Phu deviendrait désormais un atout décisif dans le cadre des négociations à venir. Aussi, celle-ci doit être obtenue, quel qu'en soit le coût humain. En conséquence, on assiste à une accélération brutale de l'aide chinoise. Armements, munitions, essence, camions affluent en masse. Contrairement à une légende, ces armes n'entrent pas sur le théâtre des opérations clandestinement. Il n'y aura pas pour le général Navarre d'effet de surprise lorsqu'elles déclencheront leur feu quelques semaines plus tard. Leur arrivée, en effet, a bien été signalée par les services de renseignement français. Ce qui n'a pas été prévu, en revanche, c'est l'enfouissement et le camouflage particulièrement réussi des armes lourdes sur les pentes faisant face aux positions françaises. Quand les canons Viet Minh entreront en action, bombardant celles-ci, ils s'avéreront impossibles à détruire, même en connaissant leur position. Armé par la Chine, le Viet Minh fait pleuvoir un déluge de feu. À la veille de l'attaque, le camp de Dien Bien Phu constitue une position qui impressionne les visiteurs. Hommes politiques comme journalistes qui se rendent sur place, sa défense est axée sur la protection du terrain d'aviation, élément clé du dispositif, qui est protégé par des centres de résistance implantés sur des collines auxquelles ont été attribués des prénoms féminins. Anne-Marie, Béatrice, Gabrielle, Huguette, etc. Pourtant, cette organisation défensive connaît de nombreuses faiblesses. Les fortifications construites par les Français sont loin d'être suffisantes pour résister aux bombardements qui vont bientôt s'abattre sur elles. Le 13 mars 1954, à 17h10, l'artillerie Viet Minh ouvre le feu. La bataille commence. Une fois encore, les Français ne sont pas surpris par cette offensive. Grâce aux écoutes de radiocommunication adverses, l'heure de son déclenchement était connue, mais sa violence est inattendue. Le colonel Delacroix de Castries écrira ultérieurement qu'elle lui rappelait les plus mauvais jours de la campagne d'Italie, lors de la Seconde Guerre mondiale. Un tel déluge de feu était encore inédit en Indochine. Au matin du 14 mars, Béatrice, qui était pourtant défendue par l'un des bataillons parmi les plus solides, le 3e de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, est conquis par les Viet Minh. Le lendemain, c'est au tour du centre de résistance Gabriel de tomber malgré la lutte acharnée des tirailleurs algériens. Dans les jours qui suivirent, la défection d'un certain nombre de soldats thaïs qui occupaient Anne-Marie achève de livrer aux Viet Minh toute la partie nord du camp retranché. Giap a donc remporté la première manche. Il a coupé la voie des airs en plaçant la piste d'aviation, l'artère vitale de la garnison française, sous la menace de ses armes lourdes. De fait, elle cessera d'être utilisée à partir du 26 mars. Seuls les parachutes sont désormais susceptibles de ravitailler les combattants et de renforcer les garnisons. La pluie va alourdir le quotidien déjà compliqué des soldats. À Saigon comme à Paris, la confiance en une issue favorable s'estompe.
Pour le Viet Minh, les attaques sont cependant été très sanglantes, et la lassitude gagne aussi les troupes. Aussi Giap est-il contraint d'adopter une tactique alternant les assauts brutaux et un grignotage progressif des dispositifs français. Grignotage pour lequel est réalisé un lacis de boyaux et de tranchées, qui va littéralement asphyxier le camp retranché. Dans la nuit du 30 au 31 mars, il déclenche la seconde phase de son offensive. C'est la bataille dite des 5 collines, située à l'est du camp retranché. Les centres de résistance Dominique et Eliane sont attaqués à leur tour. Ils font l'objet de furieux combats au corps à corps car pour les Français, leur conservation est primordiale. Ils sont le dernier verrou protégeant la garnison. Les combats se poursuivent jusqu'au 10 avril 1954. Les contre-attaques des parachutistes et des légionnaires permettent de reprendre une partie des positions perdues. Mais cette défense est désespérée. Seule une action extérieure semble pouvoir désormais sauver le camp retranché. Sur demande de Paris, Washington étudiait alors la possibilité d'un bombardement américain sur les positions Viet Minh. L'opération Vautour, qui desserrerait l'étau autour de Dien Bien Phu. Mais cette option fait long feu, notamment à cause de l'opposition britannique. Dans la seconde quinzaine du mois d'avril, un nouveau fléau frappe le camp retranché. Avec elle, le ravitaillement devient de plus en plus précaire et dans les abris, des milliers de blessés s'entassent dans des conditions insalubres. Le moral de certains combattants commence à flancher. Des désertions sont enregistrées, mais ce phénomène sera largement surévalué par la suite. En réalité, il ne touche que quelques centaines de soldats. Le 1er mai 1954, le général Giap lance l'offensive finale. Les points d'appui défendus par des combattants épuisés et à court de munitions tombent les uns après les autres. Le 7 mai, en fin d'après-midi, après en avoir rendu compte à Hanoï, le général de Castries, il a été promu le 15 avril, donne l'ordre de cesser le feu. Le lendemain, après 56 jours de combat, le silence se fait de nouveau dans la vallée de Dien Bien Phu. Les pertes du camp retranché s'élèvent à près de 3500 tués et 4500 blessés sur les 15 000 hommes qui ont participé à la bataille. Les survivants prennent le chemin des camps d'où des milliers d'entre eux ne reviendront pas. Le choc provoqué par la défaite sur l'opinion publique française a hâté la fin des hostilités. Côté Viet Minh, le Vietnam ne reconnaît que 4020 tués, 792 disparus et 9118 blessés. Mais les chiffres communément admis par les historiens sont de 22 000 victimes tuées ou blessées. Aussi, même si cela semble paradoxal, il est fondé de dire que le général Navarre a rempli la mission qui lui avait été confiée. Les troupes Viet Minh ont été contraintes de s'engager en masse à Dien Bien Phu, subissant de très lourdes pertes. De plus, du point de vue du corps expéditionnaire, il ne s'est pas agi d'une défaite décisive et les troupes françaises n'ont pas été anéanties en Indochine. Elles auraient certainement pu, au regard de leur matériel et de leurs effectifs, continuer à s'ébattre. Le facteur clé, en définitive, a été d'ordre psychologique. Le choc dans l'opinion publique provoqué par la chute de la garnison et surtout la volonté des autorités politiques de mettre un terme au conflit au plus tôt ont été tels qu'ils ont accéléré la fin des hostilités. Ainsi, avec la signature des accords conclus à Genève le 21 juillet 1954, a pris fin la guerre d'Indochine.